Je pensais à ces Hébreux que Dieu a envoyés au travers de Moïse faire un peu de repérage sur le territoire de Canaan et voir un peu comment la situation se passait là-bas. Et ces mecs-là sont revenus avec beaucoup d'insécurité et de peur. On lit plus tard dans le récit que, en fait, leur plus gros problème n'était pas les mecs hyper costauds et très grands qui se trouvaient sur le territoire de Canaan, mais leur vrai problème, c'était la manière dont ils se percevaient eux-mêmes, c'était l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Quel est le rapport entre ce passage dans la Bible et notre vie de couple ou de célibat? Eh bien, le truc avec les relations amoureuses dans les sociétés où on est entièrement libre de choisir qui on a envie d'aimer, les personnes auxquelles on choisit de s'attacher et les relations dans lesquelles on choisit de s'investir disent quelque chose de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va inconsciemment choisir des personnes qui vont confirmer des croyances que nous avons à notre propre sujet et des personnes qui vont nous donner ce qu'on croit mériter. Non, mais on s'est mis ensemble, mais je ne savais pas ça de cette personne au début. Ils m'ont montré un autre visage. Les gens montrent assez rapidement qui ils sont vraiment. Après, chacun est libre individuellement de tolérer, de pas voir, de se dire non mais ça va changer, ça va évoluer, là c'était une erreur, là c'était ceci. Et l'un des commandements les plus importants de Dieu, c'est aime ton prochain comme toi-même. Super. Comment aimer l'autre lorsqu'il m'exaspère parce que je ne le comprends pas, je ne comprends pas sa manière de fonctionner. Et comment avoir envie de le rejoindre dans ce qu'il est si nous-mêmes nous ne comprenons pas notre propre manière de fonctionner. J'aime la Bible parce qu'elle est saturée du début à la fin de concepts psychologiques modernes. Et si on allie les écritures et les ressources scientifiques pour comprendre le comportement humain, on se rend compte qu'on a énormément d'outils à notre disposition pour aimer l'autre de la façon dont il en a besoin. Et l'une de ces ressources, c'est la science de l'attachement. C'est l'idée selon laquelle les liens que nous avons formés lors des premières années de notre vie avec nos parents, la manière précise dont ils nous ont réconfortés à des moments de petite ou grande détresse influencerait nos relations à l'âge adulte et particulièrement nos relations amoureuses. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux opposés qui ont la fâcheuse tendance de s'attirer comme des aimants. Ce qui caractérise le comportement de ce que Bowlby appelle l'attachement anxieux, c'est la peur constante que celui qui compte pour nous ne nous aime plus, ne soit pas content de nous ou nous abandonne. S'il y a quelqu'un dans la Bible qui manifeste ce comportement qu'on dit anxieux ou ambivalent, à mon sens, ce serait Léa. Je trouve que son histoire décrit bien cette recherche constante d'être aimée et affirmée par Jacob, tout en étant comme un vase sans fond qui a constamment ce sentiment d'être insuffisante. Et je suis toujours un peu fascinée par l'intensité à laquelle Léa se jette corps et âme dans cette mission de se faire aimer par cette personne qui, dès le début, c'était très mal parti. C'était, je veux dire, Jacob aimait Rachel, c'était un piège, il s'est marié avec elle parce qu'il n'avait pas trop le choix. Mais malgré tous les signes qui lui disaient bien que c'était voué à l'échec, Léa s'est dit non, ça va le faire, il va finir par m'aimer, il va finir ça va le faire. Et un truc typique qu'on observe chez les anxieux, c'est l'intensité et l'anticipation d'une grande relation, l'anticipation d'un grand truc, avant que ce soit le grand désespoir. Les anxieux plongent dans une relation amoureuse comme amicale de façon plutôt intense. Au début, l'autre est un peu idéalisé, la personne est attentionnée, la personne est disponible parce que c'est le début. Et puis en fait, les choses évoluent naturellement. L'anxieux se met à capter le moindre petit changement dans l'attitude de l'autre. Parce que le plus petit signe de distance est mal vécu. Si la relation n'est plus aussi intense au début, alors je me sens trahie et j'ai l'impression de ne plus compter. Pour en revenir à Léa, j'ai l'impression qu'elle a développé à un moment donné le syndrome du disque rayé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pendant de nombreuses années, ses pensées sont constamment tournées vers des stratégies pour garder Jacob. Et plus il se distancie, parce qu'à ce moment-là, Jacob, lui, il est occupé avec une Rachel qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui prend aussi beaucoup de place et qui l'aime et qu'il veut consoler, plus Jacob se distancie, plus Léa l'envahit. Elle l'envahit en lui faisant 1 milliard d'enfants, en espérant à chaque fois que cette fois-ci ce sera la bonne. Cette fois-ci, enfin Jacob va l'aimer. À ce moment-là de sa vie, ce qui, on verra plus loin à partir de l'enfant Judas, ce ne sera plus le cas, mais
Il y a toute une partie de sa vie où il semble que son estime d'elle-même et son bonheur dépend de si Jacob va l'aimer ou pas. Et le pire cauchemar de quelqu'un qui a un attachement anxieux, c'est de sentir que quelqu'un qui compte pour lui est en train de se distancer. Et quand c'est le cas, avant d'entrer dans une phase de colère, l'anxieux va d'abord basculer dans une phase d'agitation et de rumination. Elle veut sauver la situation, elle veut sauver l'autre personne, devenir son psy, l'appeler, envoyer des longs messages, l'appeler plus souvent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Essayer de comprendre l'autre. Si au début, en tant qu'anxieuse, j'étais le gibier dans cette relation, eh bien, je deviens à ce moment-là le chasseur. Et je chasse ma proie qui, plus elle court, plus je cours derrière elle. Et la personne court parce qu'elle a peur, elle comprend pas toute cette agitation. Et quand on est dans cette phase d'agitation et de rumination, on n'apparaît plus comme quelqu'un de très stable. Parce qu'on a tendance à osciller entre des « je t'aime, reviens », mais en fait si tu reviens, sache que je serai en colère contre toi parce qu'au départ t'es parti. Donc si tu reviens, je vais être froide et distante, voilà, pour que tu comprennes qu'il fallait pas partir. Et pour pas arranger son cas, en bonne anxieuse, Léa a recours à la manipulation et au marchandage pour arriver à ses fins. On se souvient de cet épisode où, en échange d'une nuit avec Jacob, Rachel donne son tour, lui fait donner par son fils des pommes d'amour. Mandragore, pommes d'amour, c'était une plante qui était utilisée à cette époque-là pour faire des filtres d'amour en fait. Faire en sorte que quelqu'un reste amoureux ou quelqu'un tombe amoureux. Et c'est pas tout à fait étonnant de la part de ces deux sœurs de question de filtre d'amour ou de je sais pas quoi, parce qu'elles avaient été éduquées dans des croyances païennes. Mais c'est pas ça que je trouve le plus fou dans cette histoire. Ce que je trouve dingue, c'est qu'on ne demande même pas à Jacob son avis. Ce soir-là, est-ce qu'il avait envie de passer la nuit avec Léa? Léa s'en foutait royalement. Parce qu'en réalité, lorsqu'une personne avec un attachement anxieux se sent en insécurité, t'es prêt à trépasser la volonté de l'autre. T'es prêt à tout pour toi te sentir à nouveau en sécurité. Et t'as culpabilisé quelqu'un qui t'a exagéré des faits pour être sûr d'avoir sa loyauté. Et en parlant de la manière dont elles ont été éduquées, on voit justement que tout part de là, que tout commence là. On lit que Jacob n'est pas le premier dont Léa essaie de gagner l'approbation. Ce besoin d'être spécial, d'être validée, d'être affirmée, ça commence déjà avec son père lorsqu'elle accepte le plan complètement tordu de Laban de rendre ivre Jacob et de la faire prendre la place de sa sœur Rachel le soir de la nuit de noces. Je veux bien entendre que, étant donné le contexte de l'époque et de la relation parent-enfant de cette génération-là, Léa n'avait peut-être pas pu dire non, Léa avait peur. Mais bon, Léa n'avait pas peur lorsqu'elle s'est enfuie avec Jacob et Rachel derrière le dos de Laban. Rachel n'avait pas peur de son père lorsqu'elle s'est enfuie avec les idoles et qu'elle les a cachés, alors que son père et ses frères fouillaient partout. Ce que je pense personnellement, c'est pas que Léa avait foncièrement peur d'être tuée par son père si elle disait non le soir des nuits de noces. C'était hors de question que son père soit déçu. À nouveau, déjà qu'elle n'avait pas trouvé de mari avant sa sœur, elle n'allait pas encore le décevoir, quitte à le rendre fier. Si c'est de cette manière-là, ma foi, Yallah, faisons, allons-y. Et à mon avis, si elle a eu le courage de s'enfuir après avec Jacob sans aucun problème, c'est parce que son objet d'amour et sa recherche d'approbation ne concernaient plus son père, mais c'était maintenant tourné vers son mari. Une autre caractéristique des personnes qui ont un attachement anxieux, c'est une tendance à s'abandonner, à se négliger pour se conformer à ce qu'on attend de nous. Et on fait ça parce qu'on a l'impression de ne pas être assez bien. On est hyper sensible à la critique, au rejet, au fait que les gens soient déçus de nous. En ce qui nous concerne, nous, une bonne raison de montrer de la grâce et de la patience envers les adultes qui ont un attachement de type anxieux, c'est de comprendre que leur contexte familial favorisait ce type de stratégie. L'adulte a eu affaire à des parents qui étaient à la fois très engagés dans la vie affective de l'enfant par moment, et par d'autres moments, ils étaient complètement indisponibles. Donc l'enfant était dans cette ambivalence constante et ne savait jamais quand est-ce que le parent allait shifter d'un mode à l'autre. Donc du coup, l'enfant est hyper vigilant, il a tout le temps peur en fait. Quand est-ce que le parent va redevenir disponible? Et il ne faut surtout pas que je sois d'une certaine manière qui causerait la perte complète de leur affection. Honnêtement, si vous connaissez des personnes qui ont un attachement anxieux, vous savez que c'est les gens
qui ont le plus d'amour à donner. Ils aiment et adorent les gens qui tiennent à eux, sont des amis et des partenaires qui ont cette capacité à nous faire nous sentir spécial. Ils sacrifieront leur propre confort pour quelqu'un. Ils seront hyper motivés de travailler sur eux-mêmes si ça leur garantit qu'on ne les quittera pas et qu'ils auront encore et toujours cette place exclusive à laquelle ils tiennent tant. Maintenant, si on se reconnaît un tout petit peu comme ayant peut-être un tout petit peu un attachement anxieux, il y a 4 aspects sur lesquels il faut continuellement progresser. Il y en a, vous êtes comme des sachets de thé, en fusion tout le temps. Laisse-nous respirer. Les gens ont besoin d'espace et ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment plus. Il faut que tu comprennes que les gens qui n'ont pas ton vécu se sentent étouffés et suffoquent en fait lorsque la pression de la proximité est trop grande. Dans le cadre romantique, professionnel, amical, il faut absolument que tu apprennes à développer ton propre espace individuel. Là, il y a un truc, il faut absolument que j'appelle quelqu'un, il faut absolument que j'appelle tel pour lui en parler, il faut absolument que je vois mon collègue pour déposer. Garde tes sacs. Apprends à garder tes sacs et tes ruminations. Tu n'es pas obligé de tout vivre avec ton partenaire. Si tu n'as pas une vie bien remplie, des activités qui te sont propres, un cercle social qui t'est propre, puis tu vas constamment être dans un système de codépendance où tu as besoin de l'autre et tu vas être frustré par l'autre parce que l'autre ne peut juste pas remplir un vase sans fond en fait. D'autre part, laisse tomber les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens qui sont mi-chaud, mi-froid, ils sont avec toi mais pas complètement. Ils veulent être avec toi mais ils sont pas encore complètement prêts. C'est pas que ces gens sont foncièrement mauvais, c'est juste qu'ils viennent appuyer sans savoir sur ce qu'il y a de plus blessé chez toi. Le bon partenaire pour toi, c'est celui qui est consistant, tant en termes d'affection que de communication. Le partenaire parfait n'existe pas, mais c'est au moins quelqu'un qui a envie de cheminer avec toi tout en comprenant que tu es quelqu'un de vulnérable et que tu as besoin de te sentir en sécurité, précieux, précieuse et valorisée. Et dernière chose, plus facile à dire qu'à faire, mais tu dois apprendre à dire ce dont tu as besoin et communiquer tes besoins plutôt que de manipuler les gens ou les situations. Jonas est l'une de ces personnes qui est une bonne illustration de ce que Bowlby appelle l'attachement évitant. Je ne sais pas si Jonas lui-même avait un attachement évitant, mais en tout cas son attitude et son comportement reflètent ce qui ressemble à ce que ferait quelqu'un qui a un attachement évitant. C'est-à-dire que lorsque la difficulté arrive, le cri de guerre pour ces personnes, c'est « je vais bien, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin que tu me réconfortes, j'ai juste besoin de distance ». Dieu adresse un ordre à Jonas. Jonas, ce prophète plutôt indépendant dont on sait quelques trucs mais pas non plus des masses, va à Ninive et prêche à ce peuple parce que vraiment ils sont pas au top. Mais en réalité ce que Dieu dit à Jonas, c'est « va à Ninive ». Parle à ces gens de moi, parle-leur de mes jugements, parle-leur de mon amour et de ma miséricorde, et alors peut-être ils changeront de voie. Jonas reçoit cette demande, il se met en route, mais pour fuir. Il monte dans un bateau pour aller à l'opposé de là où Dieu l'attend. Il va aller loin de Dieu, loin de cette mission, loin de cette demande qui lui plaît pas du tout. Jonas est en colère. On parle souvent du fait que Jonas est en colère, parce que on voit au chapitre 4, je crois, que en fait, il n'avait pas envie de voir ce peuple méchant se repentir. Mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il est en colère parce que Dieu lui demande d'aller manifester un amour qu'il estime ne pas avoir reçu, en tout cas que son peuple n'a pas reçu depuis un bon bout de temps avec tout ce qui se passait en Israël à son époque. C'est assez difficile d'aller démontrer de l'amour à des gens alors qu'on estime ne pas en avoir reçu suffisamment ou depuis un bon moment. Et bien que Jonas soit un intime de Dieu, il déserte. Il ignore sa conscience de croyant, il met un mur entre Dieu et lui. Bon, ça, on fait tous, hein, qui va jeter la pierre à Jonas. Mais là où je trouve que le gars a quelque chose de différent, c'est qu'on retrouve Jonas sur le bateau qu'il a pris pour fuir, en train de dormir profondément. Et attention, c'est pas la même chose que Jésus qui dort sur le bateau profondément alors qu'il y a une tempête parce que Jésus est en paix absolue. Là, Jonas, il fait quelque chose qui est très typique chez les personnes qui ont un attachement de type évitant. Baisser les stores, fermer la boutique, mettre en sourdine ses émotions et faire semblant que le problème n'existe pas. Lorsqu'une situation est perçue comme émotionnellement menaçante, les anxieux, eux, vont tendance à être hyperactivés,
agiter, ils vont amplifier les choses, alors que les évitants, eux, ils vont se désactiver, minimiser les choses, mettre au maximum le truc sous le tapis. Plus vite ils passent à autre chose et mieux c'est. Le comportement évitant et distant de Jonas va créer ce que ce type d'attitude crée toujours. De l'agitation de la personne ou de la situation qu'on essaye de fuir, parce que si on ne confronte pas les choses, c'est comme un boomerang, tôt ou tard ça revient. Du coup Dieu fait éclater une violente tempête pour attirer l'attention de Jonas et le sortir de cette mort cérébrale dans laquelle il s'est plongé tout seul. Et Jonas, plutôt que de se dire tiens voilà, je vais maintenant aller voir Dieu et parler avec Dieu et me confronter à ce truc que j'essaye de fuir, non, il préfère proposer qu'on le jette par-dessus bord. Il trouve que là, c'est beaucoup trop de ce qu'on attend de lui et il préfère mourir. Se désactiver, c'est quoi? Par exemple, s'éloigner ou prendre des distances avec un partenaire avec lequel tout allait en fait très bien, même un peu trop bien. Et le un peu trop bien fait peur. Ou par exemple dire à son partenaire qu'on n'est pas prêt à s'engager, mais on reste quand même avec cette personne pendant des années. Ou s'investir dans une relation dont le futur semble très complexe, compliqué. C'est un sac de nœuds, c'est très compliqué, mais toi tu te lances à fond dedans parce que c'est une situation dans laquelle tu penses qu'émotionnellement, tu ne prends pas beaucoup de risques parce que du coup, ça n'aboutira pas. Mais tu veux te convaincre que ça va aboutir, mais tu sais que ça n'aboutira pas. Autre chose qu'on observe chez les personnes qui ont un attachement évitant, c'est que c'est des gens qui ne sont pas forcément à la recherche de relations très étroites. Plus les choses restent à la surface et mieux ils se portent. Ils peuvent avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, mais si on essaye de s'intéresser souvent à leur vécu, à leur enfance, à leurs ressentis, ils ne vont pas être très bavards. Ils ne donneront pas beaucoup de détails. On ne saura pas s'ils sont très heureux, moyennement heureux ou un peu heureux. On ne sait pas trop. Et même s'ils arrivent à dire quelques trucs un peu négatifs, ils te feront sentir que ça les a pas trop affectés et que globalement, ils vont très bien. Voilà. Si jamais ils ont le malheur de dire un truc que toi tu captes et que tu dis oula, ça c'est pas trop, c'est pas top, et que là tu leur montres une grande compassion, genre oh, ah ouais, t'avais vu ça, oh là là, mais c'est terrible, waouh. Ton empathie et ta compassion leur donnera presque envie de vomir parce que leur cerveau va assimiler en fait cette compassion à de la pitié et la pitié va produire un sentiment de honte chez eux. Dans leur esprit, les gens sont pas fiables et exposer sa vulnérabilité revient à être éventuellement ignoré ou rejeté. Donc tout comme les anxieux, la source de leur malheur, c'est la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté. Quand ces personnes ne vont pas bien, parce que évidemment ça arrive, leur premier réflexe ne sera pas d'aller chercher le soutien émotionnel de quelqu'un d'autre. Ils vont essayer de faire en sorte de se réconforter par eux-mêmes, faire des choses pour être productifs, se mettre à fond dans tel projet, dans mes études, dans mon travail, parce que ça va pas. Aujourd'hui ça va pas, mais heureusement, j'ai ma petite routine que j'ai bien calée parce que tous les vendredis, je vais faire mon jogging et ça va aller beaucoup mieux. J'ai je sais pas quoi, ma routine, que rien ne doit venir troubler. Le risque avec ce type de comportement, c'est qu'on n'arrive jamais à trouver le bon ou la bonne parce qu'on n'arrive pas à baisser sa garde. On sait parfaitement comment baisser sa garde sexuelle, mais on n'a aucune idée de comment baisser sa garde émotionnelle. Et un jour, on tombe sur quelqu'un avec qui il y a un vrai potentiel de construire quelque chose de beau, et on laisse partir bêtement cette personne, soit parce que c'est cette personne qui perd patience, soit c'est l'évitant qui sabote la relation en trompant, en ayant des périodes de disparition. Autant parfois l'anxieux est comme une sachet de thé, autant parfois l'évitant est comme une balle de ping-pong qui erre comme un fantôme d'une relation et d'une personne à une autre, parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer. Certains de ces évitants sont terrorisés par le fait qu'on découvre qui ils sont vraiment. Ils ont l'impression et ils ont le sentiment que lorsqu'on va vraiment les connaître, on va les abandonner, que personne n'est fiable en fait. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a tendance à être très présent, puis à complètement disparaître, puis revenir et donner des miettes, on est flou, on ne sait pas trop ce que la personne... Et vous êtes tout le temps en train de vous demander mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Prenez vos clics et vos claques et n'acceptez pas leurs conneries. Si vous leur donnez accès à vous après qu'ils vous aient fait sentir horriblement mal,
vous leur dites en fait que c'est pas grave de faire ça et vous ne leur donnez ni l'opportunité ni l'occasion de progresser et d'apprendre de leurs erreurs. Toutefois, si Dieu a démontré sa patience et sa miséricorde envers un Jonas qui, après la repentance des habitants de Ninive, a préféré s'isoler dans un coin, bouder, gérer son truc tout seul, nous aussi, on doit essayer de comprendre les personnes qui ont un attachement évitant et comprendre qu'ils ne font pas ça contre nous. D'après la théorie de l'attachement, un adulte évitant était un enfant qui a lui-même eu un ou des parents évitants. Soit parce que les parents étaient physiquement absents du fait qu'ils étaient très orientés vers leur carrière, soit parce que les parents étaient physiquement très présents mais émotionnellement distants. C'est quoi un parent qui est émotionnellement distant? C'est un parent qui a tendance à balayer les choses sous le tapis, alors que là, l'enfant a vraiment besoin d'une grosse dose d'écoute, une grosse dose d'attention, une grosse dose de compassion. Le parent va plutôt dire bon bah voilà, hop hop hop, on en a parlé 15 minutes, c'est bon, maintenant il faut passer à autre chose, hein, tu vas aller bien. Voilà. Ou dans les cas plus sévères, je me rappelle d'avoir donné des cours de français à une petite fille anglophone. C'était à l'époque de la Covid-19, je pense qu'elle devait avoir 9 ans. Cette petite fille m'a fait la misère. C'était un cauchemar d'aller lui donner des cours de français. Mais au dernier cours, sa mère était présente dans une pièce à côté. Et la fille, comme d'habitude, faisait tout un cirque, sauf que d'habitude, il n'y avait pas ses parents, donc ils ne le voyaient pas. Et à un moment donné, sa maman a entendu que le cours se passait pas bien, donc elle nous a fait venir toutes les deux. La petite fille s'est mise à pleurer, hein, avant même qu'on se lève. Elle s'est mise à pleurer pour dire à sa mère que je la torturais. Et donc, on va vers le bureau dans lequel sa mère nous appelle. Et la petite fille commence sa pièce de théâtre. Et là, sa mère lui dit « Hop, 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 refais ton visage. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la règle dans cette maison? Quand tu viens me voir, je veux que tu effaces ces larmes, que tu me parles d'une façon que je peux comprendre. Voilà, quoi. Refais-toi. Viens pas me voir avec tes larmes, viens pas me voir avec ce visage. Je comprends rien. » Ah, voilà. J'étais choquée. J'avais de la peine. Cette gamine était odieuse, mais là, c'était choquant. J'étais choquée. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'aller voir cette dame en pleurant, en fait. Faut y aller quand t'es composé, quand t'es collecté, quand t'es... Purée, elle avait 9 ans. À 9 ans, bah, c'est normal, je sais pas, c'est normal d'aller voir tes parents et puis... tu vois, enfin... Voilà, t'as envie qu'on te réconforte, et là, il n'y avait pas de réconfort. C'est prends le mouchoir, essuie ton visage. Ce que j'observe, en tout cas chez les parents qui sont vraiment gentils et tout ça, mais qui sont quand même distants et évitants, c'est des parents, voilà, tu vas pas non plus leur casser la tête pendant 1 heure avec ton histoire. J'ai rencontré des parents d'amis évitants, par exemple. Je leur disais mon truc, et puis en fait, au bout d'un moment, ils vont dire « Bon, allez, hein, positif, hein !» On reste positif, hein. Voilà. On se décourage pas, on se baisse pas les bras, et patati et patata. Mais laisse-moi très positif dans 1 heure, mais plus tard, là pour l'instant, j'ai pas envie d'être positif, j'ai juste envie de dire mon truc. Et dans d'autres cas, peut-être un peu plus rare, mais ça arrive, c'est pas nécessairement les parents qui sont la cause, mais c'est peut-être aussi à l'école en fait. Lorsque dès les premières années d'école, on est mis à l'écart des pairs, on est un peu exclu par les autres, et donc après primaire, collège, lycée, etc., voilà, on est un peu cette personne un peu différente qui peut compter sur pas grand monde. Maintenant, si tu te reconnais un tout petit peu sur quoi tu dois travailler, honnêtement, dire à un évitant qu'il doit ressentir ses émotions et apprendre à les communiquer, ça reviendrait à lui dire maintenant il faut que tu commences un nouveau sport. Parce que tes émotions, au lieu de les mettre en sourdine et d'enterrer ta colère et d'enterrer ta frustration et d'enterrer je sais pas quoi, ta peur, en fait, tes émotions sont une indication de ce dont tu as besoin. Les personnes qui ont un attachement évitant, qui sont mûres et qui sont matures, sont ces personnes qui ont appris à partager suffisamment avec leurs partenaires et leurs amis et les gens qu'ils aiment, tout en quand même gardant des choses pour eux. Tout l'équilibre est là, en fait. Donner le sentiment à l'autre en partageant des choses, pour que l'autre se sente impliqué dans ta vie, pour que l'autre se sente important dans ta vie. Et partager des choses à l'autre, c'est pas ce que tu as fait comme activité ce week-end, on s'en fout. Dis-nous des vrais trucs, quoi. Ce qu'on veut, c'est
ton ressenti, c'est comment tu te situes par rapport à ces situations-là. Apprends à faire ça et la plupart des gens ne remarqueront même pas que tu es un évitant. Et enfin, dernière chose, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. T'es certainement pas si horrible que ça. En conclusion, je dirais que rien de ce que je viens de dire n'est important si la personne à laquelle tu penses n'a de toute façon pas envie d'être avec toi. C'est pas parce qu'il est anxieux, c'est pas parce qu'il est évitant, c'est juste parce que cette personne n'a pas envie d'être avec toi. Si tu es juste une option temporaire de quelques mois ou de quelques années, toute l'empathie du monde ne le fera pas changer. Le forcer ne servira à rien. Dieu lui-même ne force personne à changer si cette personne n'a pas envie de changer d'elle-même. On le voit avec Léa. Léa qui d'elle-même, à un moment donné, a pris la décision de dire « mais en fait, je vais me caler sur autre chose que sur Jacob ». Ou Jonas. Jonas qui était sous la caillasse avait décidé qu'il était temps de sortir de son enfer et de prendre la main que Dieu lui tendait. Je crois que beaucoup de gens se séparent, non pas parce qu'ils n'étaient pas compatibles, mais parce qu'ils ne se connaissaient pas suffisamment eux-mêmes et n'ont pas fait l'effort de connaître l'autre vraiment. En cette époque, avec notre partenaire, on partage des hobbies, des voyages, et on travaille durement à faire en sorte que chacun ait du plaisir. Nos parents ou nos grands-parents ne partageaient ni voyage, ni hobby et à peine du plaisir. Et pourtant, ils restaient ensemble. Eux, contrairement à notre génération, avaient compris qu'une relation, ce n'est pas traîner ensemble sur le canapé et regarder des films. Être ensemble pour le meilleur, rien que le meilleur. Et s'anesthésier par le sexe pour oublier qu'en fait, on est ensemble mais on s'utilise en attendant de trouver une meilleure option. Ces couples qui sont restés mariés 30, 40, 50 ans ensemble, ils avaient compris qu'une relation signifiait de pouvoir compter 100% sur l'autre. C'est pas ni le plaisir, ni le physique qui fonde la relation, mais c'est de pouvoir braver les tempêtes de la vie avec cette personne. Développer un tel lien au travers de toutes ces épreuves qu'en fait la vie est bien meilleure avec cette personne que sans cette personne. Parce que les deux parties se sont rejoints mutuellement dans leur faiblesse. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, plutôt que d'essayer de changer l'autre, c'est de commencer par soi-même ôter cette poutre qui est dans notre propre œil.